bonjour à toutes et tous. On est très content d'être là. C'est assez rigolo parce qu'il y a 15 ans, on fréquentait cet amphi. On était à votre place. Beaucoup de chemin à passer. Finalement, c'est passé vite tout ça. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui une des réalisations de l'agence, qui a fait l'objet d'un prix d'ailleurs architectural, un Prada, l'année dernière. C'est donc la MDSI Saint-Michel. MDSI, ça veut dire Maison de la Solidarité d'Insertion. C'est un bâtiment qui correspond aux besoins d'insertion et donc c'est porté par le département de la Gironde. Brève présentation de l'agence. On est deux associés historiques, Jean-Luc et moi, à gauche. Puis on a intégré deux associés juniors, Mathieu et Noélie. Et à droite, nos deux associés d'Anglet et de Lyon. Parce qu'aujourd'hui, on a donc 3 agences, 6 associés. On a à peu près 45 maintenant. Ce qui fait de l'agence une assez grosse agence, parce qu'il faut savoir que 90% des agences ou des architectes en France sont moins de 10. Ce qui veut dire qu'on est une profession d'artisan. En fait, on est très peu dans nos structures souvent. Et on fait aujourd'hui à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous place dans les 100 premières agences françaises, en gros. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est pas une histoire de nombre de personnes et de chiffre d'affaires, c'est plutôt une histoire d'architecture, d'une passion pour ce métier-là, qui est née ici et qui nous a apporté pendant toutes ces années-là, même jusqu'à l'étranger aujourd'hui. On conçoit un projet au Sri Lanka. On a un détachement anglo-saxon à l'agence qui s'occupe de nos clients étrangers. Et tout ça, c'est une jolie petite histoire. Elle est ponctuée de bâtiments, donc comme on l'a dit, Kedge, mais d'autres aussi. On peut voir un petit patchwork de bâtiments faits par l'agence. Et donc plus précisément, donc ce petit bâtiment en pierre qui a l'air tout simple. Et ne vous y trompez pas, un bâtiment qui a l'air très simple est souvent extrêmement compliqué de l'intérieur. Arriver à cette pureté-là, c'est énormément de travail, assumé par Céline, qui est une des chefs de projet de l'agence, qui s'est occupée de ce projet-là en phase conception. Elle ne suit pas de chantier parce qu'elle est trop précieuse à l'agence pour le dessin des projets. Donc elle a porté pas mal ce projet. Ça a été une expérience assez riche dans la mesure où ce projet a été conçu dans une procédure dite PPP. C'est donc les petits chiffres que vous voyez là, 35 millions d'euros au total. C'était 12 bâtiments, une commande assez complète émise par le département pour construire 12 bâtiments pour recevoir les services de l'insertion, mais maillés dans le territoire, et souvent territoire plutôt rural. Donc on a répondu à ce projet-là au sein d'une équipe composée d'une entreprise qui était Vinci, d'un paysagiste qui a fait aussi l'école de Bordeaux, qui s'appelle Hervé Gastel, qui est à Bordeaux, un acousticien, un bureau d'études environnementales qui a été prépondérant parce que nous avons pris un engagement énergétique sur ces 12 bâtiments, ce qui est assez rare pour un architecte, un bureau d'études et puis une société de projet constituée pour répondre à ce type de procédure qui est le PPP, assez barbare en fait, mais on y rentrera dans le détail si vous avez quelques questions plus tard. J'ai été associé sur ce projet-là avec l'agence Luc Arsène Henry et Alain Trio, parce que ça faisait beaucoup de boulot à faire en peu de temps, et donc on a pris 6 bâtiments chacun. Voilà, ça représente à peu près 20 000 mètres carrés, en sachant que tous ces bâtiments-là, les 12, ils sont bâtiments basse consommation, intrinsèquement chacun, et au global, on est sur un global BPOS, bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'il y a des générateurs photovoltaïques sur les bâtiments qui ne sont pas dans Bordeaux pour équilibrer leurs dépenses énergétiques et équilibrer les dépenses énergétiques, notamment de celui qu'on vous présente, qui est en pierre massive, et qui, lui, ne pouvait pas recevoir de générateur photovoltaïque dans la mesure où il se situe dans le périmètre UNESCO. Il est Cours-Pasteur. Et c'est un secteur sensible, sans compter que les bureaux de l'urbanisme de la ville de Bordeaux se trouvaient en face, et de leur fenêtre, ils pouvaient voir notre bâtiment, donc c'était assez délicat. Alors, tout le travail sur ce projet-là, parmi les 12, a été un travail que l'on retrouve en principe dans les opérations de centre-ville. C'est comment intégrer un bâtiment contemporain dans ce tissu de ville-pierre sous patrimoine UNESCO, et comment réinterpréter le vocabulaire pierre dans ce contexte. Jamais facile, parce que on veut éviter le pastiche, on veut éviter beaucoup de choses, et finalement c'est pas simple. Donc Céline et moi avons beaucoup travaillé
parce que notre job, c'est 90% de boulot, malgré ce qu'on croit, et quelque part, les 10% qui restent, c'est sûrement ce qui différencie un Jean Nouvel ou d'autres, ou un Renzo Piano de beaucoup d'entre nous. Mais c'est avant tout du travail, et l'idée, ça a été de créer un monolithe en pierre qu'on est venu creuser à différents endroits pour faire entrer de la lumière. Il faut savoir que ce bâtiment est donc en pierre de taille porteuse, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui. Et donc ce monolithe, on est venu le creuser à différents endroits pour essayer de l'intégrer dans cette parcelle qui a une forme un peu étrange en fait, parce qu'elle n'est pas du tout régulière sur toutes ses faces. Avant qu'on arrive, il y avait un bâtiment à cet endroit-là, un bâtiment qui était sous avis de péril. Et il a fallu donc démolir ce bâtiment. On avait déjà conçu le projet avant que le bâtiment soit démoli. Et quand le bâtiment a démoli, on s'est aperçu que la parcelle n'avait pas la même taille que celle proposée au cadastre. Et il nous manquait à peu près 80 cm sur les bandes intérieures de la parcelle. Il a fallu donc, dans une phase avancée du projet, revoir complètement la conception du bâtiment. Ce bâtiment est conçu en béton. Il a une structure en béton dans la mesure où il tient les avoisinants. C'est-à-dire que les bâtiments qui se trouvent autour sont assez fragilisés du coup par le temps, par les entrées d'eau qu'il y a pu avoir dans les différentes décennies, qui ont fait que on est sur quelque chose qui est quand même assez mouvant finalement. Et donc notre bâtiment a un noyau béton qui va soutenir ce qui se passe autour et qui va servir aussi à tenir les façades en pierre, pas à les porter, mais juste à les tenir, à les contreventer pour que tout ça reste bien en place. Donc ce bâtiment a un sous-sol qui est habité parce que la commande était assez étendue et on n'a pas pu, dans cette parcelle rétrécie, rentrer tous les locaux qui étaient demandés au programme. C'est souvent un cas que l'on retrouve, c'est qu'un maître d'ouvrage a envie de plein de choses, mais finalement, le PLU et la taille de la parcelle ne nous permettent pas de répondre à ça. Donc il a fallu trouver tous les espaces disponibles et donc trouver un sous-sol, l'habiter. Et donc on a repoussé les fonctions qui reçoivent du public sur le toit, notamment le jardin des enfants, parce que ces bâtiments reçoivent des mamans en difficulté qui potentiellement sont avec leurs enfants, et donc il y a toujours un petit espace de jeu dans ces projets-là, et il n'était pas du tout évident dans ce contexte urbain de le retrouver en rez-de-chaussée. Donc on a profité de l'élévation du bâtiment et de sa toiture pour essayer de dégager un petit jardin. Donc vous pouvez voir plan masse, les deux coupes. On a attaqué par le côté technique sur cette présentation-là, parce que ce bâtiment en pierre, il a demandé énormément de travail de réglage et finalement de se replonger dans le vocabulaire et dans la technique de la construction en pierre qui n'est pas familière pour nous. À l'agence, on a l'habitude de construire en bois, métal, béton selon les besoins des différents sites, mais la pierre massive, c'était inédit. Donc on a commencé le travail en allant voir des tailleurs de pierre, en leur demandant comment ça se passait finalement. On a beaucoup appris la pierre ici, les vieilles pierres, quand on était à votre place dans l'amphi. D'ailleurs, je me suis souvent endormi moi-même dans cet amphi-là. Mais c'est vrai que construire en pierre, c'est pas évident, et on est allé voir les carrières aussi. On est allé voir les veines, choisir notre pierre de Frontenac, en sachant qu'il y a différentes qualités de pierre dure, demi-dure. Et donc on a fait ce travail-là. On s'est aussi baladé beaucoup dans Bordeaux, les yeux grands ouverts, pour essayer de trouver des références de bâtiments en pierre, pour essayer de trouver des axes de réinterprétation de ce que pouvait être le travail sur la pierre. Et notamment, il y a deux choses qui sont assez importantes quand on travaille autour de la pierre. Ce sont les porte-à-faux, c'est-à-dire que la pierre massive ne supporte pas le porte-à-faux, et aujourd'hui un bâtiment contemporain a tendance à en dessiner, et le travail sur le linteau, parce qu'une pierre est un élément qui peut encaisser une charge, et cette qualité de pierre-là, elle peut pas encaisser beaucoup de charge. Donc à Bordeaux, les ouvertures en pierre sont pas très très larges, et quand on dessine un bâtiment en pierre, c'est pas du tout anodin le travail des linteaux, parce qu'on voit si le bâtiment a été fait en pierre massive ou en plaquette, en pierre de parement.
et ça on le voit au-dessus des fenêtres au niveau des linteaux. Et donc nous on a fait le choix de retrouver des ouvertures assez larges pour les besoins lumineux de l'intérieur, et donc malgré qu'ils soient en pierre massive, on est resté avec un calpinage de pierre au-dessus des linteaux qui reprend finalement le dessin d'une plaquette, mais comme on voulait garder l'aspect monolithique de l'objet, on a pris de parti de garder le calpinage de la pierre classique. Donc là, je vous montre quelques photos qui avaient été faites par Céline à l'époque, concernant des idées ou des bâtiments que l'on peut retrouver à Bordeaux. Et ensuite, on s'est lancé dans un travail de détail. On a dessiné pierre par pierre. Il y a très peu de pierres identiques en fait sur ce projet-là. Elles sont toutes numérotées parce que elles ont toute leur complexité. Parce qu'il y a un chaînage en béton derrière, parce qu'il y a un linteau, parce qu'il y a des efforts à certains endroits. Et tout le jeu, ça a été de conserver l'image très pure, malgré toutes les contraintes techniques auxquelles on est confronté. Et aussi, il faut savoir que quand on construit en France, on construit dans un millefeuille réglementaire. On a des bureaux de contrôle, des SPS, des gens qui gèrent la sécurité sur les chantiers. Et ils ont toujours une bonne règle qui nous sort du chapeau là, en nous disant non, ça vous pouvez pas le faire, c'est pas possible. Et en fait, nous, notre job, c'est de démêler la pelote là, parce que toutes les 5 minutes, quelqu'un nous dit c'est pas possible, on peut pas. Et nous, comme on est têtus et qu'on aime ce qu'on fait, on essaie de contourner tout ça, mais il faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour essayer d'avoir un bâtiment qui, une fois qu'il est livré, ressemble comme une goutte d'eau à la perspective ou l'image de synthèse qu'on a fait en étude. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quand vous serez en agence, rappelez-vous toujours de l'image de synthèse du départ et essayez de tenir bon le cap pour essayer de livrer des bâtiments qui soient conformes à l'image que vous voulez. Et pour ça, il faut se poser énormément de questions et il faut toujours avoir à l'esprit que tout le monde va essayer de nous faire dévier de notre route. Et il faut beaucoup d'ardeur, beaucoup de patience, beaucoup de travail pour arriver à conserver l'image que l'on veut. Il faut que votre cerveau se pose sur tous les petits éléments du bâtiment. L'architecture est dans le détail et notamment pour ce type de bâtiment, tous les détails doivent être parfaits. Donc ils doivent être vus avant. Donc là, vous avez préparé une petite planche avec des croquis qui ont été faits par Céline, d'ailleurs, avec la taille des pierres, hein, vous la voyez, 33,3, c'est le module. Et le petit détail des appuis de fenêtre, sans débord, pour garder la pureté du monolithe. On ne pouvait pas avoir de partie en pierre saillante. Du coup, on a creusé les pierres du dessous pour créer la goutte d'eau. Et je passe souvent devant pour voir s'il y a des coulures. Les coulures commencent à arriver. Elles ont mis quand même assez longtemps à venir. Et il va falloir que j'appelle notre maître d'ouvrage pour lui demander d'aller faire un petit nettoyage, parce qu'il faut savoir que les bâtiments qu'on livre, on doit essayer de les garder esthétiquement le mieux possible, le plus longtemps possible, et nos maîtres d'ouvrage ne nous aident pas à ça. Ils n'ont pas trop d'argent en fait pour maintenir les bâtiments, donc l'usage de matériaux pérennes dans notre métier est assez important. Et ensuite, l'autre détail, c'est le détail d'une menuiserie, dans la mesure où pour garder la pureté de ce bâtiment, on voulait voir le moins possible d'aluminium, les montants des fenêtres. Donc on a dessiné des détails partout pour essayer d'écarter l'aluminium et pour ne voir que de la pierre et du verre. Et donc il y a des détails assez complets, des menuiseries, des garde-corps vitrés, des stores aussi, l'encastrement des stores, pour que tout ça ne se voit pas et tout ça rende comme on l'avait à l'esprit au départ. Je fais juste une petite digression sur la façon dont on dépose un permis de construire à Bordeaux. Ces petits détails-là, on les a fait avant de faire le permis de construire. À Bordeaux, pour déposer un permis de construire, il faut passer par ce qu'on appelle une commission d'avant-projet, où l'architecte conseil de la ville de Bordeaux émet un avis sur votre projet. Si jamais vous êtes stagiaire dans une agence, je vous conseille de demander à la personne qui vous reçoit d'essayer d'aller à une de ces commissions. C'est sport. C'est vraiment une expérience qu'il faut vivre, parce qu'on se fait des fois traiter de tout.
C'est pire qu'une correction de projet à l'école, bien pire. Et c'est quelque chose à laquelle il faut être confronté, il faut le savoir. Et nous, on y est passé 2 fois. Et la première fois, l'architecte conseil de la ville de Bordeaux nous a dit que notre projet, c'était une grosse merde et que et qu'il était pire que les portes de placard pourries qu'il y avait dans la salle de réunion où on était. Et bon, finalement, à force de travail, on a évolué sur le projet. Lui aussi a évolué sur la question et on a réussi à trouver un terrain d'entente. Mais donc on a produit des détails au 10e, au 5e avant de déposer un permis de construire. À Bordeaux, ça se passe comme ça. Quand vous faites alors c'est vrai pour les assez gros bâtiments, hein, mais aujourd'hui on rentre dans un niveau de détail qui est d'habitude qu'on retrouve dans une phase projet ou une phase DCE, dossier de consultation des entreprises, mais là à Bordeaux c'est avant le permis de construire. Et puis aussi petit focus sur le travail à la main, le stylo. On est tous à fond dans des ordis. Première chose que les archis font quand ils arrivent à l'agence, ils allument leur ordi et moi je leur dis mais sortez du calque et sortez votre stylo parce que y a rien qui remplace le dessin sur calque. Et mettez-vous à l'ordi quand vous avez tout réglé en calque. Vous allez gagner énormément de temps et puis surtout vous allez pratiquer du dessin. Et puis notre métier c'est ça, c'est du calque, du dessin. Moi quand je suis arrivé à l'école, on avait encore des planches à dessin, pour info. Et donc tous ces petits croquis-là, Céline les a fait, elle dessine beaucoup à la main Céline, et c'est pour ça qu'elle est précieuse à l'agence parce que elle fait très vite ce que les autres mettent beaucoup de temps à faire. Donc quelques détails maintenant du bâtiment. On peut voir 2 textures en fait sur ce bâtiment. La partie plane qui représente l'extérieur du monolithe, et quand on est venu creuser le monolithe en fait, on a utilisé une technique qui s'appelle j'ai oublié le mot. Ouais, alors on a strié la pierre pour toutes les parties creusées, pour qu'on sente que quand on a creusé le monolithe, en fait, on ne soit pas sur la même texture. On a donc passé à ce qu'on appelle un chemin de fer. En fait, c'est tout simplement une grille en fer. Et quand on travaille la pierre, tout se fait à la main. On scie les pierres à la main, on les strie à la main. Et chaque encadrement, enfin chaque dépression de chaque fenêtre a été layée. Voilà, j'ai retrouvé le mot. On dit layée. À la main, mais de façon différente par rapport à l'incidence du soleil pour que les ombres portées sur ce layage soient le plus présent possible. Donc façade est-ouest, on a façade d'ailleurs, on a une façade sud et je sais plus laquelle c'est l'autre, mais du coup on a des layages qui sont inversés par rapport aux façades pour essayer de rendre le contraste entre la pierre lisse et la pierre layée de façon la plus forte et la plus contrastée possible. On peut voir aussi le petit travail sur l'appui de fenêtre. Et en bas à gauche, le travail sur le vitrage, le garde-corps qui est caché, les stores, tous les alus, tout ça. J'en reviens au linteau et au travail du porte-à-faux. La question du porte-à-faux s'est posée, surtout du traitement du dessous du porte-à-faux, la partie horizontale. Et ça, malheureusement, en France, on ne peut pas accrocher de la pierre horizontale comme ça. Elle est trop lourde, elle est trop cassante. Le bureau de contrôle n'a pas voulu qu'on pose de la pierre, donc on a recréé un enduit à base de pierre que l'on a broyé pour qu'on reste dans le matériau le plus pur possible et que ça soit finalement que ça soit la moins mauvaise des solutions. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi partie de notre métier, c'est que on a des fois du mal à faire ce qu'on veut et il faut essayer de trouver la solution qui sera la moins pénalisante. Donc structurellement, on a du béton en retrait, on a un squelette assez rigide, et toute cette pierre-là, elle vient se poser pour la partie en porte-à-faux, par contre sur un plancher en béton qui est assez consistant, mais sans retomber de poutre, parce qu'on voulait pas que du béton dépasse de ce porte-à-faux pour garder la forme très pure de l'objet. On a ensuite la partie jardin dont je vous parlais. À Bordeaux, on construit souvent ce qu'on appelle en attique, une partie en recul sur le toit qui permet de réduire la densité perçue par le piéton dans la ville. Et donc là, on retrouve le petit jardin dédié aux enfants. C'est le maximum de place qu'on a pu leur donner par rapport à l'énorme programme qui nous était donné. Qu'on devait essayer de respecter. Et cette petite image, elle est intéressante parce qu'on peut voir à gauche, mais en tout petit, une petite grille perforée au niveau d'une menuiserie
Donc ça, c'est la partie technique finalement du bâtiment, mais dans laquelle nous, on a pris beaucoup de poids aujourd'hui à l'agence parce qu'on veut maîtriser, ou en tout cas on veut assortir la stratégie énergétique des bâtiments et le travail sur l'enveloppe. Travail sur l'enveloppe qui est de notre ressort, et stratégie énergétique qui est souvent le travail des ingénieurs, soit en environnement, soit des bureaux d'études classiques techniques. Et nous, on est pesant là-dedans, on veut avoir notre mot à dire parce que ça conditionne d'une part nos élévations et d'autre part le confort. Et à l'agence, le leitmotiv pour nous, c'est ne jamais oublier qu'on construit pour des gens et qu'il y aura des gens dans ces bâtiments-là. Ça peut être des enfants, ça peut être des militaires, ça peut être n'importe quoi, parce qu'à l'agence, on a une production assez éclectique finalement. Et l'idée, c'était de ne pas climatiser ces bâtiments, de faire des bâtiments tertiaires sans clim. Je sens de l'air froid sur moi là dans cet amphi. La vitesse d'air, elle est terrible, et ça fait du bruit. Et tout ça, c'est pas confortable, malheureusement. Et du coup, on utilise ces ouvrants pour ventiler le bâtiment la nuit, utiliser le delta de température jour-nuit qu'on a ici à Bordeaux, pour rafraîchir les bâtiments la nuit de façon naturelle. Donc on ouvre ses fenêtres, il y a des grilles pour empêcher que les oiseaux rentrent, il y a des moustiquaires derrière, et du coup, les services de ménage maintenant du Conseil Général passent le soir, ils ouvrent toutes les fenêtres, le bâtiment descend en température dans la journée, enfin dans la nuit, pardon, et dans la journée, on retrouve une température qui est de l'ordre de 18-19 degrés dans le bâtiment en été, et le bâtiment, il va remonter en température dans la journée, et puis on va poursuivre le cycle et on va de nouveau l'ouvrir la nuit. Ce qui fait que les 12 bâtiments qu'on a livrés et l'engagement énergétique qu'on avait pris au niveau de ces 12 bâtiments-là, aujourd'hui, il est respecté en partie grâce à ça, grâce à cette façon de justement d'éviter de mettre de la technique. Et moi, je pense que les bâtiments doivent être frugaux, le moins possible de technique. Alors des gens, il faut essayer d'avoir la moins possible parce que les machines sont assez disgracieuses. Hein. À l'agence, on ne met jamais de machines sur les toits. Vous pourrez voir autour de vous le nombre de bâtiments où il y a d'énormes centrales de traitement d'air sur le toit. Je cite l'hôtel de police, un très beau bâtiment en béton poli blanc à Bordeaux, à Mériadec. Regardez la proportion de la cabane qui est sur le toit, la cabane technique avec son petit toit en métal. C'est extrêmement dommage parce que ce bâtiment a été très très bien dessiné, d'ailleurs par un architecte qui était assez talentueux, qui avait gagné le prix de la GACAN. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais il s'appelait Alain Rodriguez à l'époque. D'ailleurs, Céline a bossé chez lui. Et par contre, la technique est venue prendre une place phénoménale et du coup, ça dégrade totalement l'esthétique des bâtiments. Donc, creuser des parties dans le bâtiment, sacrifier des mètres carrés, mais la technique, elle doit être incorporée au bâti pour pas qu'on la voie. Et en plus, pour la maintenance, c'est quand même vachement mieux parce qu'un bâtiment, ça coûte cher à la construction, mais ça coûte aussi très cher pendant ces 30 ou 40 ou 50 années de vie, dans la mesure où les coûts de maintenance représentent souvent 80% du coût global d'un bâtiment. Et donc ces bâtiments-là, ils sont ventilés naturellement et du coup on a un super confort dedans avec pas tous les agréments de ce qu'on peut trouver en clim. J'en reviens aux façades. Là aussi, quelques petits détails. On peut voir à gauche de l'image de droite une porte habillée en pierre. C'est une porte, ce qu'on appelle sous tenture en fait. Ça aurait été plus simple de faire des portes en métal, hein, mais ça aurait été bien plus moche. Et là, on a des portes qui sont du coup très solides, spéciales, dans la mesure où elles sont habillées de pierre. Et quand elles sont fermées, on voit plus rien. Et c'est toujours pareil, l'architecture est dans le détail, tout ça c'est énormément de boulot, mais ce boulot-là faut le faire parce que à la fin, quand on ouvre un bâtiment, toute l'harmonie, tout ce qui s'en dégage, c'est lié à ces petits détails-là, à ce travail très précis, très minutieux, de dessin de chaque pierre. Et pour ça, il faut bien connaître la technique. Et c'est vrai que je vous invite à faire des stages en agence le plus tôt possible pour savoir ce que c'est la technique, l'apprendre. Parce qu'on est assez peu opérationnel quand on sort de l'école. On n'apprend pas beaucoup de technique ici, mais la technique, c'est fondamental pour arriver à ce qu'on veut en dessin et en design derrière. Et ça, il faut la maîtriser, donc il faut pratiquer. Moi, j'étais étudiant salarié. J'ai travaillé très très tôt en agence. Alors, je crois que c'était beaucoup moins dense que ce que vous avez comme enseignement, mais si vous voulez faire de la maîtrise d'œuvre plus tard,
je vous invite à pratiquer le plus tôt possible. Moi, j'ai vu des gens, des étudiants en archi arriver en agence et se dire, mais c'est pas ce métier-là que je veux faire, moi. C'est pas du tout ça que j'imaginais. Et ensuite, il y a un bruit de fond dans les agences, avec tous les interlocuteurs qui nous entourent. L'acte de construire, ça se fait à plusieurs. On est souvent nombreux. Et ce bruit de fond-là, ce que c'est un bureau de contrôle, un SPS, ce que c'est un contrat, ce que c'est des honoraires, ce que c'est des réceptions de bâtiments, toutes ces relations-là, c'est bien de les connaître le plus tôt possible finalement, si c'est dans ce métier-là qu'on veut évoluer. Voilà, donc aujourd'hui, on construit un 13e bâtiment à la suite de ces 12-là. C'est un bâtiment qui se trouve en centre de Bordeaux, avenue Émile Counor. Il est chapeauté par 50 logements et il fait l'objet d'un traitement spécifique dans la mesure où on y a intégré des radiateurs connectés qui vont produire du chauffage gratuitement pour tous les locataires des logements et pour les bureaux. Et dans notre agence, on fait beaucoup de retours d'expérience de REX sur les bâtiments qu'on a livrés. Ça, c'est assez rare aussi. On le fait sur Kedge. Kedge, ça fait 5 ans qu'on les suit et 5 ans qu'on essaie d'optimiser toutes les consommations électricité, gaz, eau, pour essayer de leur faire économiser de l'argent. Alors on le fait pas pour, on le fait pour ça, mais on le fait aussi nous pour ça, pour récupérer de la data sur ce que l'on livre. Aujourd'hui, on est un métier où on fait du sur-mesure, on livre un bâtiment, mais souvent on ne revient pas à l'intérieur et on ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Et nous, ça fait une dizaine d'années qu'on estime qu'on ne peut plus faire ça et qu'il faut absolument que nos maîtres d'ouvrage nous confient des missions post-livraison pour qu'on puisse aller voir ce qui se passe, assumer l'héritage. Alors ça, c'est des fois pas très facile, hein, parce qu'on prend aussi quelques coups de bâton, mais au moins on fait pas 2 fois la même connerie, en sachant que les fautes de conception, c'est assez rare. Par contre, un bâtiment mal réglé, c'est classique, et un bâtiment mal utilisé, c'est pratiquement tout le temps. Et si les concepteurs ne sont pas là pendant les premières années de vie du bâtiment, au moins 3 ans, on ne règle pas les bâtiments, on ne règle pas ce genre de désagrément là, et finalement on va se traîner de l'inconfort pendant 20-30 ans et personne ne va s'en occuper. Et aujourd'hui, moi je milite pour que la loi MOP évolue, elle nous protège beaucoup, c'est vrai, il faut qu'elle continue à nous protéger, mais il faudrait qu'il y ait une mission post-livraison de monitoring de bâtiments, où on puisse savoir qu'est-ce qui se passe exactement, et toujours par nécessité, par souci de confort et de l'habitant du bâtiment, de l'humain, de la personne qui va être là, de savoir ce qui s'y passe pour savoir s'il a trop chaud, s'il a trop froid. C'est souvent ça, en fait, le problème. C'est trop chaud, trop froid. Ça se résume à ça. Et dans beaucoup de bâtiments, on a ou trop chaud ou trop froid. Et donc ça, c'est un processus qui prend du temps, mais au bout de quelques années, on commence à avoir des retours d'expérience. Et ça permet d'affiner la conception, de faire des bâtiments qui sont esthétiques, mais ils sont aussi confortables. Et donc voilà, je finirai là-dessus. On fait un très beau métier. Il nous rend beaucoup de choses. C'est un métier par contre extrêmement dur. Il faut être résistant parce que beaucoup de gens essaient de nous essaient on va dire ils jouent leur rôle, mais dans le bâtiment, ils n'ont pas le souci esthétique. On est les seuls garants de l'esthétique et finalement, on est un peu le chef d'orchestre. Et ce qui n'est pas évident là-dedans, c'est qu'on doit dire à quelqu'un qui joue du violon, qui joue pas dans le bon tempo, alors que c'est un virtuose en violon, mais on doit dire ça la même chose au pianiste. Et nous, il faut qu'on ait l'écoute de tout le monde. Et par contre, on est les seuls à pouvoir faire jouer les gens ensemble. Et l'idée de notre métier, c'est ça. Il faut avoir des capacités d'écoute et de communication, mais aussi faut savoir être ferme pour que l'architecture soit l'élément fondateur du projet. Voilà. Merci.